avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je reçois Maxime Ruzniewski, un entrepreneur remarquable à la tête de Remixed, un organisme de formation innovant qui sensibilise les employés du secteur public et privé aux questions de diversité et d'inclusion de manière ludique et non culpabilisante. Juriste de formation, il a débuté sa carrière comme conseiller au ministère des Droits des Femmes. Maxime a cofondé la Fondation des Femmes et a également une longue expérience en tant que producteur. Plus récemment, il a été nommé membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et a publié un livre sur ses domaines d'expertise, Petit manuel du féminisme au quotidien. Dans cet épisode, Maxime nous expliquera pourquoi et comment il s'est engagé pour l'égalité homme-femme. Nous parlerons des échecs actuels en matière d'égalité et des mesures incitatives qu'il propose pour y remédier, notamment l'alignement des durées de congé paternité et maternité. Il évoquera aussi l'impact des initiatives comme les ABCD de l'égalité et les amalgames regrettables qui ont surgi à ce sujet. Nous discuterons de sexisme systémique, de comportements sexistes et de l'importance d'observer les dynamiques de genre à la maison, telles que la répartition des tâches ménagères. Il insistera aussi sur l'importance de la communication et de la réflexion personnelle face aux inégalités de genre. Nous aborderons également des thèmes concrets comme la manière d'impliquer les parents dans l'éducation et l'égalité, l'importance de solliciter les enseignants et les enseignantes, et l'impératif de s'informer et de questionner les pratiques éducatives. Maxime nous donnera des exemples pratiques, allant des discussions sur les stéréotypes dans les contes classiques au catalogue de jouets non genrés. Plus encore, nous plongerons dans le rôle de la culture et des médias dans la perpétuation des stéréotypes et la responsabilité citoyenne lors des élections et des actions collectives. Maxime reviendra sur son tableau de répartition des tâches ménagères et nous donnera des conseils pour éviter les disputes familiales tout en répartissant équitablement les responsabilités domestiques. Nous parlerons aussi de l'impact des réseaux sociaux sur l'hypersexualisation des petites filles et de la manière de choisir des vêtements qui favorisent la liberté de mouvement. Nous aborderons l'importance de la réflexion et des actions concrètes pour promouvoir un environnement plus égalitaire pour nos enfants. Préparez-vous pour une conversation passionnante et inspirante avec Maxime Ruzniewski qui nous aide à voir comment chacune de nous peut contribuer à créer un monde plus juste et égalitaire pour toutes et tous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Bon, bien sûr, après cette présentation, vous pouvez vous dire « Allez, il y a deux mecs qui vont nous parler de féminisme ». Mais pour tout vous dire, c'est ce qui m'a freiné au début, en fait, par rapport à la proposition d'épisode avec Maxime. Mais en lisant son livre, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas en parler, juste pour ça en fait. Puis c'est pas comme si les femmes avaient pas beaucoup la parole dans mon podcast. J'ai quand même pris le parti de faire ma première question en fait sur ce sujet. Maxime, tu es un homme blanc, cisgenre, et tu as écrit un livre sur le féminisme. Alors pour commencer, j'aimerais d'abord aborder une question directe et peut-être un brin provocatrice. Certaines personnes pourraient trouver, moi ça a été mon cas, qu'un homme qui écrit un livre sur le féminisme, notamment pour en parler aux femmes aussi, qu'il n'est pas légitime pour parler du sujet. En fait, est-ce que ce n'est pas un petit peu du mansplaining sur papier ? Comment est-ce que tu réponds à cette critique ? Je vous souhaite un bon épisode. Je comprends qu'on puisse se poser cette question. Honnêtement, ce serait complètement hypocrite de ma part de la balayer d'un revers de main. Simplement, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une petite contradiction, c'est-à-dire que on sait maintenant depuis un petit moment que le genre est une construction sociale, et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à ce qu'on me définisse uniquement par ce que j'ai entre les jambes et le sexe que la nature m'a conféré à ma naissance. Alors, attention, je suis très objectif, réaliste sur la réalité d'un homme blanc versus d'une femme qui est née dans les années 80, c'est-à-dire que en plus, il se trouve que je viens d'une famille plutôt privilégiée, donc je sais exactement d'où je viens. Je sais aussi ce que je n'ai pas vécu. Je sais que l'expérience des inégalités n'est pas la même celle que j'ai vécue n'est pas la même que les autres, et notamment des femmes. Donc là-dessus, sur l'expérience et le vécu, je suis très objectif. Néanmoins, sur la question du féminisme, des ressorts du féminisme, de son origine, de son intérêt, y compris pour les hommes, de la manière dont on peut agir pour l'égalité. C'est vrai que j'ai toujours pensé, et je le pense toujours, qu'on se définit avant tout par son travail, par ses idées, par son expérience, par ce qu'on a fait pour les autres. Tu as rappelé mon parcours, donc
Oui, je travaille depuis maintenant 15 ans sur cette question d'égalité entre les femmes et les hommes. Et je ne prétends pas donner des leçons aux autres. Ce que je dis uniquement, c'est que, en tant qu'homme, oui, j'ai des choses à dire sur les inégalités, mais pas seulement en tant qu'homme. J'ai des choses à dire parce que j'ai été conseiller au ministère des droits des femmes, parce que j'ai été à l'origine d'une association qui aujourd'hui lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, si je n'avais pas fait tout ça, jamais j'aurais pris la plume pour écrire. Et d'ailleurs, ce sentiment d'illégitimité, je l'ai eu quand Marabout m'a proposé d'écrire le bouquin. C'est évidemment la première chose que je me suis dit. C'est, on va me tomber dessus, on va me dire que j'ai rien à faire là-dedans. Enfin, et je pense qu'il faut quand même distinguer en France et ailleurs le rapport au féminisme des gens. C'est-à-dire que j'entends complètement que pour beaucoup de militantes et même pour beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément militantes, un homme ne peut pas prendre la parole sur ce sujet. Mais il faut aussi entendre que beaucoup de femmes, mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, me disent depuis mon engagement, et notamment depuis que je travaille pour les entreprises, puisque j'ai un peu changé de trajectoire professionnelle, je sais pas, 98% des femmes me disent pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui parlent de ce sujet. Donc j'entends aussi ces femmes-là et je pense qu'il faut les entendre. Ben merci pour cette clarification, comme ça les choses sont dites. Ici on tourne pas autour du pot généralement dans ce podcast. Tant mieux. Donc, J'aime bien ça. Alors dans ton livre tu parles de déconstruire les stéréotypes de genre. Si tu pouvais changer une règle sociale qui perpétue encore ces stéréotypes, une seule, imagine tu as tous les pouvoirs, tu peux changer une règle sociale, ce serait laquelle et pourquoi? Il y en a tellement. Là, je pense que je parlerai de la socialisation des enfants et de ce qui se passe vraiment dans la toute petite enfance. Je sais que tu t'intéresses beaucoup aux questions de parentalité. Et c'est vrai que tout vient de là. Moi, j'ai tendance à dire que, en gros, si on schématise, il y a 3 leviers d'action principaux si on veut vraiment accélérer pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a la culture, peut-être qu'on y reviendra. Il y a le monde du travail, l'entreprise, peut-être qu'on y reviendra aussi. Et l'éducation. L'éducation, évidemment, ça passe par ce qui se passe à la maison et à l'école. Donc, on reviendra aussi peut-être sur ce qui se passe à l'école, mais à la maison, si je dirais une seule chose, alors ça va peut-être en étonner certaines et certains, mais peut-être parce que aussi c'est un phénomène que je constate autour de moi à force d'observer les petites filles et les petits garçons, je trouve, et c'est peut-être lié aux réseaux sociaux, qu'on a une hypersexualisation, ou plutôt une manière de féminiser à outrance les petites filles à un âge très précoce, qui, moi, me choque énormément. Et je pensais que ça allait s'améliorer, et c'est pas le cas. Et je pense qu'on n'a pas idée à quel point la manière dont on habille les enfants à l'école vont avoir des conséquences, mais absolument énormes sur leur socialisation, sur même leur rapport au corps. Je m'explique. Le fait, par exemple, de mettre des jupes, des collants à une petite fille versus un jogging, par exemple, pour un petit garçon, même si les parents qui m'écoutent vont se dire « oui, mais ma petite fille le réclame », certes, mais ça va avoir des conséquences sur la manière dont elle va se mouvoir, par exemple, dans la cour de récréation, dans la manière dont elle va accepter ou pas, par exemple, de tacher ses vêtements parce qu'elle a envie de jouer au foot avec les garçons ou faire d'autres activités. Et je pense que on dit beaucoup, les petites filles sont empêchées, mais ça veut un peu rien dire, ça vient forcément d'une construction sociale, il y a forcément une origine à ça. Et donc, démarrons par un conseil très simple pour les parents. Interrogez-vous sur la manière dont vous habillez, ou plutôt dont vos enfants vous demandent comment ils ou elles doivent être habillés. Parce que certes, c'est intéressant, ou plutôt c'est précieux pour un enfant de choisir la manière dont il va s'habiller le matin, mais il faut l'interroger sur les raisons pour lesquelles il fait ce choix. Pourquoi une jupe? Pourquoi des collants? Pourquoi un âge si précoce? Et surtout, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans la cour de récré? On répète tout le temps, par exemple, que les garçons envahissent la cour de récré. Alors, c'est pas que lié aux habits des filles, c'est parce que les garçons savent très bien se faire entendre et dominer l'espace quand ils le souhaitent. Mais encore faut-il aussi que tout le monde joue à armes égales, entre guillemets, et tout le monde soit dans la même tenue pour pouvoir vivre l'expérience de la cour de récréation. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça, l'expérience de la cour de récré, mais c'est une expérience sociale. Et donc, oui, je pense que la question de l'habit, de la manière dont on choisit les vêtements le matin pour les enfants a une importance fondamentale. Est-ce qu'il vaut mieux proposer des pantalons aux petites filles ou des jupes et des robes aux petits garçons? Très bonne question. Moi, je milite vraiment beaucoup plus pour le jogging et le pantalon, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus libre de ces mouvements. C'est beaucoup plus facile de faire des activités sportives, etc., quand on est en jogging, quand on est vraiment à l'aise dans ses vêtements, que quand on est, par exemple, en jupe ou avec des collants, parce qu'on va avoir tendance, de manière spontanée, à protéger les vêtements les plus chers. C'est la même chose pour les adultes. Quand on a un joli vêtement, on va tout faire justement pour pas l'abîmer. Et donc, non, je conseillerais plutôt des tenues amples, faciles à porter,
Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas choisir la couleur de son vêtement pour se différencier. Voilà, il peut y avoir des couleurs préférées par les enfants ou certains motifs. Mais oui, je crois que c'est vraiment essentiel de veiller à avoir des vêtements souples, amples et qu'on n'a pas peur de tacher ou d'endommager. Est-ce qu'on serait pas à deux doigts de se dire que finalement l'uniforme, ça peut être une solution ? Ah bah je savais Posons le sujet là. Je savais que tu allais me poser la question. En fait, ce qui me gêne énormément avec l'uniforme, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt. On a l'impression que ça va gommer les inégalités sociales, mais elles vont transparaître autrement. Ce sera par les chaussures, ce sera par les montres, ce sera par les sorties, etc. Donc non, moi je pense que c'est très important, y compris au plus jeune âge, d'affirmer son identité par les vêtements. Je ne crois pas du tout aux vertus de l'uniforme. Je pense que c'est un faux débat. En revanche, s'interroger encore une fois sur la tenue, oui. Mais imposer la même chose à tout le monde, sachant qu'il y aura toujours des éléments de différenciation, j'ai du mal à croire que ça marchera. Ça pourrait être peut-être aussi une idée venant de l'école, en tout cas pour les plus jeunes âges, en effet, où la cour d'école est une expérience sociale, comme tu dis, et où il y a des choses qui jouent. Ça pourrait être intéressant aussi que peut-être que l'école propose dans ses textes, dans son règlement intérieur ou dans ses communications aux parents, de dire n'hésitez pas à habiller vos enfants en jogging et tout pour qu'ils puissent simplement jouer comme ils veulent dans la cour de récré. Ça pourrait être aussi une idée, en fait, pour peut-être faire légitimer aussi l'idée auprès des parents de dire ah bah tiens, l'école propose, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas, quoi. C'est une bonne idée et en fait c'est vrai que je parle spontanément de ce sujet dès le début parce que on n'y pense pas forcément. En fait ça fait partie des choses, j'ai envie de dire presque automatiques. Le matin on n'a pas envie de lutter contre son enfant. Moi je suis pas parent mais j'imagine. C'est vraiment le moment de la journée où on n'a pas très envie d'avoir un débat sur comment on va s'habiller. Ah oui, je te confirme. Voilà, et si ta petite fille ou ton petit garçon il dit je veux ce vêtement, ça va être très compliqué de l'empêcher. C'est pour ça qu'en général, il ne faut pas attendre le dernier moment pour avoir cette discussion. Et par ailleurs, très important, il faut aussi en parler aux autres parents d'élèves. Parce qu'il n'y a rien de pire finalement que d'avoir un enfant qui vous dit « mais moi, je vais être le seul enfant de la cour de récré qui n'a pas sa jupe, qui n'a pas ses collants, qui n'a pas ses petites ballerines ou ces chaussures-là ». Et effectivement, là, l'expérience de l'exclusion, elle peut être très dommageable, très compliquée à gérer. Et pour cette raison-là, c'est très intéressant d'avoir une discussion avec les autres parents d'élèves. On ne peut pas se contenter de dire, parce qu'on le sait, que les cours de récré sont occupés à 80-90% par les petits garçons, sans s'interroger sur les origines. Et encore une fois, ça n'est pas évidemment que lié aux vêtements. Il y a une vraie réflexion à avoir sur la domination des garçons. Donc là, on parle, et c'est très intéressant, de domination masculine dès le plus jeune âge. Qui reste une construction sociale. Oui, bien sûr, de l'expérience des inégalités, d'une petite fille qui dit... à qui on dit « tu n'as pas le droit de jouer avec nous », c'est déjà l'expérience de l'injustice qui se fait très, 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 très jeune. Et l'intériorisation de cette injustice. Et évidemment, elle n'est pas liée qu'aux vêtements, elle est liée à la domination que les garçons exercent sur les petites filles dès le plus jeune âge. Alors, je me permets juste pour notre auditoire de dire que le propos de Maxime n'est absolument pas de dire que ça fera de vous de bons ou de mauvais parents de mettre des jupes ou des collants ou pas à des petites filles. L'idée, c'est juste de fournir des pistes de réflexion, parce qu'on veut que la société change. C'est juste de fournir des pistes de réflexion. Après, on arrive à mettre en œuvre ou pas, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose auquel on n'avait pas encore pensé, et ça peut être une piste, même d'en parler avec les parents. Voilà, ça peut être intéressant d'amener ces réflexions-là. Et justement, dans ton livre, toi, tu développes beaucoup de choses du quotidien. Enfin, dans le quotidien, imaginons, pour notre auditoire, donc qui est principalement composé de parents, un challenge quotidien pour l'auditoire. Quelles petites actions concrètes on pourrait faire chaque jour pendant, mettons, un mois, pour avancer vers plus d'égalité dans la maison, dans le foyer. Parce que les enfants aussi observent les parents. Ah oui, peut-être que tu fais référence à mon petit tableau que j'ai mis en place dans mon livre, qui a fait un peu sourire au début les lectrices et les lecteurs, mais moi j'y tiens beaucoup, parce que ce soit dans mon travail ou dans la vie, c'est vrai que moi j'aime bien mesurer les choses. Je pense que les parents qui nous écoutent, et notamment les femmes, parce que c'est la réalité, sont parfois épuisés de négocier, d'argumenter, de débattre sur les tâches ménagères. Et c'est vrai que c'est épuisant. C'est-à-dire que quand on en est à la 125e discussion avec son conjoint sur le fait qu'on effectue plus que l'autre, et qu'en face, on a soit du déni, soit de la mauvaise foi, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir une dispute. Et de là, un renoncement. C'est-à-dire, quand j'ai écrit mon livre, j'ai recueilli beaucoup de témoignages et 9 femmes sur 10 m'ont dit « je préfère faire plutôt que de générer une énième dispute ». Et je me suis interrogé là-dessus, sur ce renoncement-là, qui est quand même terrible. Et je me suis dit, en fait, il y a 2 solutions. La première, c'est de changer, et je sais que c'est compliqué, mais de changer
la manière dont on parle du sujet à l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un champ lexical et un ton de l'énervement, de l'agacement, c'est impossible que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en face, c'est très rare d'engueuler en gros son conjoint, de lui dire mais j'en peux plus, ça fait 3 semaines que tu laisses traîner tes chaussettes, jamais tu changeras. Je pense que c'est jamais arrivé qu'en face quelqu'un dise mais chérie merci, tu m'as ouvert les yeux, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était flagrant. Non, ça, cette scène-là n'arrivera jamais. En revanche, utiliser une forme un peu différente, presque un ton humoristique pour renvoyer l'autre vers ses contradictions, déjà, première chose, ça marche beaucoup mieux. Et deuxième chose, c'est mesurer. Donc là, je reviens au tableau. On peut, de manière extrêmement ludique, mesurer, quantifier les tâches ménagères dans la maison en faisant, par exemple, participer les enfants. Quand on en a, ça évite de créer justement cette opposition entre les deux conjoints et se dire, bah voilà, telle tâche ménagère, c'est tant de points. Débarrasser la table avec les enfants, si vous le faites avec nous, c'est tant de points. Voilà, et de la même manière qu'on installe une liste des courses au frigo, je vois pas pourquoi on n'installerait pas une liste des tâches ménagères à la maison. Ça permet justement de s'interroger à la fois sur le temps vraiment réel effectué par les uns et par les autres, mais aussi engager une discussion sur la pénibilité des tâches, parce que c'est pas du tout la même chose, et on sait qu'il y a beaucoup d'hommes, peut-être qui nous écoutent, qui vont se reconnaître, qui vont dire oui, mais moi je bricole, donc je fais aussi des tâches ménagères. Mais c'est pas exactement la même pénibilité ni le même ennui que de récurer par exemple les toilettes ou de passer la serpillière. C'est pas la même fréquence. Et c'est pas la même fréquence, exactement. Ça, c'est un vrai sujet, la fréquence. Et le bricolage, de toute façon, est considéré vraiment par toutes les études comme vraiment un hobby, un passe-temps, un loisir. Donc c'est très, très, très différent. Puis il y a quelque chose de gratifiant d'avoir construit quelque chose, poser une étagère de tes mains, quand même, tu as construit quelque chose plutôt que d'avoir récuré les chiottes. Désolé de Exactement. Dire ça, mais c'est pas la même. Non, mais il faut le dire de la manière la plus triviale qui soit. Et c'est pour ça que, oui, le conseil que je donnerais, c'est mesurer, mais faites-le de manière ludique. Parce que si ça devient vraiment quelque chose de trop sérieux ou de très coercitif, donneur de leçons, ça marchera pas et personne ne voudra participer. Ça, tu vois, j'entends totalement. Il y a un côté renforcement positif du tableau que moi j'aime bien. Et en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de dire aux femmes, tu vois, que elles doivent prendre sur elles un petit peu leur émotion de colère, tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train, encore une fois, de leur dire bon, mais la colère des femmes, on va un petit peu la mettre de côté parce qu'on cherche à être efficace. Et j'entends, tu vois, qu'est-ce qu'on fait de cette colère aussi qui est, ma foi, assez légitime, quoi. Mais en fait, le sentiment de colère, pour moi, il ne mène nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas très bien en quoi le sentiment de colère va améliorer les choses dans le couple. Enfin, j'imagine que quand on a ce sentiment de colère qui dure et qui ne produit aucun effet ni aucun changement, c'est très compliqué à vivre. Enfin, je veux dire que c'est de l'énergie extrêmement négative. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas se mettre en colère. Je suis personne pour dire qu'il ne faut pas se mettre en colère. Ce que je dis, à force de rencontres, d'observations, d'interviews, d'entretiens, j'ai passé aussi beaucoup de temps à en parler avec mes 2 sœurs, dont une qui a des jumeaux, c'est que ce sentiment de colère, en fait, il vous ronge de l'intérieur. Donc, évidemment, je suis personne pour dire vous ne mettez pas en colère. Mais je pose la question de la facilité, parce que malheureusement, que ça plaise ou que ça plaise pas, enfin, je veux dire, on le sait tous et toutes, se mettre en colère, c'est une facilité. C'est quelque chose de très spontané. On va se mettre en colère parce qu'on est fatigué, parce qu'on renonce à la discussion, etc. Donc, je ne le juge pas, j'interroge juste, voilà, l'efficacité de se mettre en colère. C'est plutôt ça, c'est pas pareil. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'un juste milieu, ça pourrait être dire qu'il y a des colères qui sont justes et très saines, et qu'on a le droit de les exprimer, qu'on soit un homme ou une femme. Je précise ça parce que tu parlais d'éducation des petites filles, et la colère chez les petites filles, c'est aussi quelque chose qui est réprimé dès le plus jeune âge. Oui, c'est vrai. Alors qu'elle est plutôt encouragée chez les garçons. Et tu vois, je me dis, bon, il y a peut-être un temps pour la colère, pour dire... écoute, voilà, ça me fait chier, là, j'en peux plus. Et une fois que la colère est passée, il y a un temps pour la résolution de problèmes, quoi. Peut-être que l'erreur qu'on peut faire, c'est peut-être de ne pas scinder ces 2 temps, en fait. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, peut-être qu'à l'inverse, on encourage trop la colère des petits garçons. Ah oui, c'est-à-dire que moi, je pense pas qu'on doive encourager la colère des petites filles pour rattraper celle des petits garçons. Moi, je m'interroge plutôt sur pourquoi on justifie et on légitime la colère des petits garçons. Il n'y a aucune raison de laisser les petits garçons en colère, de les laisser décider un peu ce qu'ils veulent, de leur laisser faire la loi, etc. Et puis même pour eux, enfin, je veux dire, c'est en termes d'énergie, en termes de mal-être. Je suis pas, encore une fois, psychologue de l'enfant, je suis pas médecin, mais je m'interroge énormément sur l'intérêt justement de laisser les enfants avec de la colère. Vraiment, j'ai quand même l'impression qu'autour de moi, celles et ceux qui se mettent le moins en colère sont plus épanouis au quotidien. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne peut pas extérioriser
une mauvaise énergie. Mais ça peut être par exemple par le sport, ça peut être par autre chose. Mais laisser les enfants se mettre en colère, ça m'interroge un peu. C'est une émotion comme une autre. C'est vrai. Tu sais, faut bien qu'elle sorte. Mais il faut pas que ce soit un mode de communication mais usuel. Non, c'est ça. En fait, le sujet, c'est pas est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise émotion. Je pense c'est plutôt il y a une émotion, c'est comment est-ce que je l'accueille, qu'est-ce que j'en fais derrière. Et c'est là où en effet, c'est là en fait surtout on a une différence de traitement. C'est qu'on a des colères chez les petites filles qui sont réprimées. Une fille, ça se met pas en colère, ça tu te tords le visage, t'es pas belle et tout, etc. Et un petit garçon, on va plutôt dire, on va le laisser être en colère, on va le laisser exprimer sa colère. C'est vrai. Et par contre, les moyens d'expression de colère des petits garçons, qui peuvent être très violents, très jeunes, là en effet, là on a un sujet quoi. C'est-à-dire que peut-être que apprendre aux petits garçons que t'as le droit d'être en colère, c'est une émotion comme une autre, ce qu'on peut dire aux petites filles. Par contre, même quand t'es en colère, en fait, frapper les gens, c'est pas bon. Frapper les gens, ça va pas. Par contre, tu peux, si tu veux, exprimer ce que tu ressens. Pourquoi t'es en colère ? On va aller chercher le pourquoi t'es en colère. Ça pourrait être ça, vraiment, le sujet d'accompagnement. Oui, le mode d'expression de la colère. Et puis la colère peut aider, la colère a aidé le mouvement féministe à avancer. C'est aussi un moteur. A permis évidemment de gagner des combats, absolument. Mais je pense que c'est plus un moteur personnel qu'un gage d'efficacité vis-à-vis des tiers. C'est plutôt ça la nuance, en fait, je pense. Bien sûr, tout à fait. Tu parlais de plusieurs piliers. Avant de continuer ma liste de questions prévues, je voudrais te laisser développer un peu là-dessus quand même. Tu parlais de la culture. Qu'est-ce qui serait essentiel de changer dans la culture, de faire évoluer dans la culture pour l'égalité homme-femme ? Oui, je pense que c'est vraiment un sujet dont on ne parle pas assez. Vraiment, à mon avis, les parents qui nous écoutent, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, ne réalisent pas à quel point leur carte bleue est peut-être l'outil le plus puissant de transformation et d'accélération d'égalité, de conscientisation d'égalité chez les enfants. Je m'explique, alors évidemment c'est pas le cas de tout le monde, mais on ne réfléchit pas assez à ce qu'on met, je trouve, entre les mains des enfants. Moi j'ai des amis qui se disent féministes et qui font voir des films, des podcasts, achètent des livres, qui n'ont pas ce petit pas de côté justement pour aider les enfants à se projeter vers d'autres imaginaires. Et c'est tellement important. Tu sais, on parle souvent du test par exemple de Bechdel au cinéma, qui est extrêmement intéressant, hein, je rappelle pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que dans un film, quand vous regardez un film, est-ce qu'il y a au moins 2 femmes qui sont comédiennes principales, enfin dans le cast principal ? Est-ce qu'elles se parlent entre elles ? Déjà, est-ce qu'elles sont nommées ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont un nom, ces femmes-là ? Est-ce qu'elles se parlent entre elles ? Et est-ce qu'elles se parlent entre elles pour parler d'autre chose que d'un homme ? Voilà. Quand on fait ce test-là, on réalise que 9 films sur 10 qu'on montre aux enfants ou qu'on regarde nous en tant qu'adultes ne remplissent pas ce test. Et alors, je vois tout de suite ce qu'on va m'opposer comme argument, c'est-à-dire il y a des films très féministes, avec un casting d'hommes, etc. En fait, on peut toujours trouver des excuses. La réalité, c'est que l'expérience de l'inégalité au niveau culturel, elle est flagrante. Déjà, toutes les sphères culturelles sont détenues encore par des hommes. C'est pas du tout pour rien que le mouvement MeToo est venu du cinéma et continue à faire des ravages encore aujourd'hui. Et donc, on a besoin de développer d'autres imaginaires. Et je suis fasciné, par exemple, par le manque de considération, pas de considération, mais le manque de notoriété, voilà, je cherchais le mot, de certaines maisons d'édition comme On ne compte pas pour du beurre, qui permettent justement de développer d'autres récits qui parlent de familles monoparentales, qui parlent de familles homoparentales, qui mettent les petites filles vraiment en héroïne, qui empêchent ce truc de « je vais me faire libérer par un garçon et il va me sauver la vie », etc. Le fameux syndrome de la princesse. Enfin voilà. Et donc, je pense que le problème de la culture, finalement, c'est pas un problème, mais c'est souvent une manière de se reposer en tant que parent en se disant bon, bah voilà, là, j'ai 1 heure devant moi, on va mettre le jeu vidéo, le film, l'émission qui lui plaît parce que je vais être tranquille. Et encore une fois, je suis pas parent, donc je juge pas et je sais à quel point ça peut être super précieux d'avoir ce genre de moment justement pour respirer. Oui. Voilà. Donc, faut continuer à faire ça. Je suis pas en train de dire arrêtez ça. Oui. Je pense que les écrans, voilà, en dessous d'un certain âge, c'est non, mais après un certain âge, ça peut être oui de temps en temps. Par exemple, les podcasts, il n'y a pas d'écran et c'est assez magique quand même pour développer l'imaginaire. Ça, on n'y pense pas assez, y compris en voiture ou pour s'endormir. Moi, je l'ai testé auprès de mes neveux et de mes nièces, ça marche trop bien, donc faites-le. Mais il faut vraiment, je pense, s'interroger sur le contenu et se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'achète avec ma carte bleue ? Quel type de récit, quel type d'imaginaire ? Et je suis absolument convaincu que si nous, par exemple, je parle de ma génération, née dans les années 80, on avait grandi avec des outils culturels un peu différents, on aurait beaucoup moins de stéréotypes de genre aujourd'hui. Et se pose aussi après la question dans lequel l'environnement dans lequel les parents achètent. Quand tu rentres dans un magasin... Alors moi, tu vois, par exemple, j'ai travaillé à la Fnac. J'étais responsable des produits éditoriaux.
j'étais ravi de voir que, par exemple, la majorité des classifications chez les tout-petits, en fait, c'est par type de contenu, par âge, par type documentaire, roman, new romance, etc. Mais en effet, après, tu as des collections très spécifiques. Je pense à celle de Fleurus, j'ai pas de problème à les citer, où tu as petit garçon, petite fille, des trucs stéréotypés au possible. Et c'est vrai que peut-être que... Mais tu as d'autres enseignes, par exemple, où tu as vraiment la littérature petit garçon, la littérature petite fille. Tu parlais des vêtements, c'est la même chose, les rayons petits garçons, les rayons petites filles, où tu vas avoir des licences pour les petits garçons, des licences pour les petites filles. Carrefour, par exemple, tu rentres dans un Carrefour, t'as vraiment ça. T'as vraiment ce côté petit garçon, petite fille, avec des couleurs très pastel d'un côté, plus franche de l'autre, etc. Et est-ce qu'à un moment, on pourrait pas avoir... Enfin, je te pose la question, puisque tu es quand même bien placé pour savoir si on peut ou on peut pas. Est-ce qu'à un moment, tu penses qu'on pourrait, au niveau de la société, dire, maintenant, dans les commerces, on doit plutôt amener les sujets de telle manière au lieu de celui de la séparation par le genre, quoi. Oui, c'est ce que Super U avait fait en imposant son catalogue de jouets unisex, mais qui a été très très peu suivi. Bon, là on va revenir sur les basiques. Si ce que tu décris existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans une société tout à fait capitaliste, avec des inconvénients, des vertus, on en pense qu'on veut, mais on est dans une société du profit. Et donc, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre que tant qu'on fera 2 rayons, on vendra 2 fois plus. Parce que sinon, je crois que toi, tu as un garçon et une fille, c'est ça ? Bon, bah voilà, si tu donnes les vêtements, les jouets, le vélo de l'aîné au second, même si c'est un garçon et une fille, tu vas économiser 2 fois plus, mais ça va rapporter 2 fois moins d'argent aux enseignes concernées. Alors que s'il faut tout transformer en rose, avec des paillettes ou avec des licornes, je schématise, mais tout le monde comprend ce que je suis en train de dire, forcément, ça rapporte plus d'argent. Donc, c'est pour ça que quand j'explique que la carte bleue est un outil énorme, c'est que ces marques continuent à prospérer parce que la majorité des gens continuent d'acheter. Et il faut s'interroger sur la raison pour laquelle ces personnes continuent d'acheter. Parce que si on réfléchit bien, elles n'ont aucun intérêt à faire ça, puisque c'est une perte d'argent, écologiquement c'est dramatique, etc., d'acheter 2 fois le même produit. Évidemment, l'explication, elle est beaucoup, beaucoup plus profonde. Et peut-être qu'au d'ailleurs, on aurait dû en parler au début de cette émission, mais c'est... Pourquoi ces stéréotypes de genre nous rassurent ? Ils nous rassurent. Moi, je donne souvent l'image du doudou. C'est vraiment les stéréotypes. C'est comme un doudou, on les met près de soi parce que ça nous tranquillise. Ça nous tranquillise, par exemple, de habiller en rose un bébé parce qu'on a hyper peur que dans le landau, on le prenne pour un garçon. Alors évidemment, tout le monde n'est pas concerné par ce que je suis en train de dire, mais on l'a toutes et tous vécu. « Ah non, c'est une petite fille, c'est pas un petit garçon. » Mais en fait, pourquoi ça nous terrifie autant ? Ou l'inverse, d'ailleurs. Donc, voilà, cette question du doudou, du stéréotype de genre, de pourquoi ça nous rassure, il faut l'interroger en permanence. À quoi ça nous renvoie ? À notre enfance ? Est-ce qu'on a eu peur d'être exclu, par exemple, dans la cour de récré ? Est-ce qu'on a eu peur d'être pris pour une petite fille parce qu'on avait les cheveux longs en tant que papa et du coup, on n'a pas envie de reproduire ça auprès de son enfant ? Mais c'est pour ça que je trouve que le féminisme, l'égalité femmes-hommes, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça nous pousse sans cesse à nous remettre nous-mêmes en question sur nos propres stéréotypes et la manière dont on les a vécus. Et c'est pas parce que nous, on a vécu ça, que nos enfants vont vivre la même chose. Nos enfants, là, ils grandissent dans les années 2000, 2020. Ça n'a rien à voir. Ils sont nés après MeToo. Alors, je suis pas naïf, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais en tant que militant, moi, j'ai vu l'évolution en 15 ans. Quand j'étais au ministère des Droits des Femmes, il y avait des mots qu'on ne pouvait même pas prononcer. Féminisme, c'était trop militant. Aujourd'hui, tout le monde se dit féministe. Enfin, même Marine Le Pen, elle va dire qu'elle est féministe, ce qui n'a aucun sens. D'ailleurs, parenthèse, preuve que le genre ne confère pas de légitimité pour parler de féminisme. Sinon, Marine Le Pen serait plus féministe que moi, ce qui est bon, peut-être, mais j'en doute. Tout ça pour dire que les stéréotypes de genre sont un doudou, ils nous rassurent. J'allais dire, ils nous protègent. Mais non, ils ne nous protègent pas, ils nous entravent. Et donc, c'est pas parce que vous avez, par exemple, lu tel ou tel BD et que ça vous a rendu hyper heureux quand vous étiez petit qu'il faut forcément les remettre entre les mains de vos enfants. Il y a peut-être d'autres récits qui sont là et qui sont tout aussi intéressants. Oui, tu parlais de On ne compte pas pour du beurre, il y a Terre en haut, il y en a d'autres qui en effet vont produire des récits. Certains même... fait par les enfants eux-mêmes, et ça, c'est des histoires que moi, je préfère. Après, il y a aussi une option qu'on peut choisir, et moi, j'invite aussi les gens à le faire, vraiment, c'est à faire des lectures critiques avec les enfants. C'est-à-dire qu'on a l'exemple que je prends souvent, moi, c'est Petit Ours Brun. On a cet exemplaire de Petit Ours Brun qui nous tient aussi peut-être à cœur, j'en sais rien, on a peut-être grandi avec, mais on peut aussi attraper Petit Ours Brun, le lire avec son enfant et dire
Et dis donc, tu trouves pas que, je vais schématiser, hein, mais en gros, papa ours brun, il reste quand même vachement le cul dans le canapé pendant que maman, elle fait la vaisselle, le ménage et tout, tu vois. Et ça peut marcher. Moi, je l'ai fait avec ma fille. Ouais. C'est quelque chose que je fais beaucoup, beaucoup avec ma fille. Plus tard, je le ferai avec mon garçon. Ça marche plutôt bien. Et après, il y a des petites maisons d'édition aussi qui viennent prendre à contre-pied des fois, il y a des petits projets Ulule qui font des pépites. Par exemple, moi, pour ma fille Sarah, j'ai Le Camion de Marion. C'est un petit livre qui a été produit par Jeanne Sélène, un projet via Ulule, tu vois. Par exemple, c'est l'histoire de Marion qui conduit des camions et qui va avoir son camion pour notamment aussi aller aider, je crois que c'est Edgar ou Gaël qui s'est planté avec son camion dans le fossé, donc elle a son camion de dépanneuse et tout, et puis elle va aller l'aider. Et c'est vachement bien, en fait, parce que là, tu changes, tu vois, parce que normalement, c'est le camion de Léon, tu vois. Ou avec ceux qui sont peut-être un peu plus grands, ou celles, regardez La Belle au bois dormant, moi je l'ai fait avec mes neveux et nièces, et les interroger sur la scène du baiser. Bien sûr. C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que c'est normal que le prince, il embrasse la Belle au bois dormant sans lui demander si elle est OK, quoi. Enfin, il y a quelque chose de fou. Enfin, de se dire que cette image-là, qui est quand même une image centrale dans notre éducation. Enfin, moi, c'est une des premières images érotiques que j'ai vues dans ma vie. C'est une image d'absence de consentement, en fait, de personnes ensemble. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et en même temps, tu peux aussi vraiment amener la réflexion en disant, mais si c'est le seul moyen pour lui sauver la vie, tu vois, il y a aussi un dilemme éthique, c'est qu'il n'y a pas le consentement, mais si on te dit, c'est le seul moyen pour lui sauver la vie. Tu vois, c'est pas ça l'histoire, tu vois, mais on peut poser ces réflexions. Oui, de pousser oui. Et on peut vraiment aller loin. Moi, je sais que, tu vois, un des premiers Disney que Sarah, ma grande, a vu, c'est Réponse. La Réponse, donc, qui est quand même aussi à certains stéréotypes, mais il y a un sujet, tu vois, sur lequel ma fille m'a questionné, m'a dit, et papa, pourquoi est-ce que Flynn, il lui dit tu, et Réponse, elle lui dit vous? C'est-à-dire qu'elle a détecté ce truc où le mec aventurier et tout, il peut tutoyer tout le monde, et où la pauvre petite Réponse qui était super cachée, intéressant. tu vois, Ouais. elle le vous voit toujours, quoi. Mais il y a un vrai sujet d'ailleurs, Tu vois je trouve, sur les Disney récents, où on nous dit c'est super moderne, La Reine des Neiges, etc. Mais moi, quand j'ai vu La Reine des Neiges, j'ai halluciné de la manière dont elle était physiquement dessinée. En fait, on est dans des stéréotypes de taille mannequin des années 80. Enfin, il n'y a eu aucun changement, ni sur sa peau, ni sur ses yeux, ni sur ses... Enfin, voilà, donc même, je trouve, dans les Disney modernes, on a encore du chemin, quoi. Il y a du chemin. Alors, il y a des choses qui évoluent un peu, notamment dans les derniers, tu vois, par exemple, je pense à Avalonia. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Il est sorti sur Disney+, je crois. Puis, je sais pas s'il est sorti au ciné. Et il y a des choses très intéressantes parce on a des morphologies un petit peu plus variées. Il y a aussi un personnage qui est homosexuel. Et en fait, c'est pas un sujet. Pour moi, l'évolution, elle est là. Ouais, c'est que c'est pas un sujet, en fait. Il raconte juste à un moment qu'il y a un garçon qui lui plaît et puis basta. Et ça, en fait, je me suis vraiment dit, waouh, là, ils ont franchi une étape, quoi. Mais tu vois, dans La Reine des Neiges, c'est pareil. Il y a des choses qui se passent dans les traductions françaises. Je sais pas si tu le sais, mais la fameuse chanson Libérée, délivrée dans La Reine des Neiges, en fait, ça se termine, le refrain se termine en français par le froid est pour moi le prix de la liberté. En gros, ça va me coûter quelque chose, cette liberté a forcément un prix qui va me coûter à moi, alors qu'en fait, dans la version anglaise, c'est The cold never bother me anyway. Ça veut dire, en fait, le froid m'a jamais dérangé, quoi. Je m'en fous, en fait, du froid. La liberté est plus importante et je suis une femme forte, tu vois. Et en fait, il y a des petits trucs comme ça. C'est hyper intéressant, les trad. Ouais. Mais oui, donc il y a des trucs comme ça à aller chercher. Alors, moi, ça me passionne, donc forcément, j'ai fait ce travail, tu vois. Je dis pas à tous les parents qu'il faut aller écouter les versions VO, mais des fois, ça vaut le coup d'aller chercher les messages. Et tout ça pour dire que la culture, c'est important et qu'il y a d'un côté, en effet, je pense, moi, une responsabilité de société, peut-être même une responsabilité de l'État dans les subventions, dans les choses qui doivent être mises en place pour améliorer les représentations, que ce soit sur les stéréotypes de genre, mais aussi sur les couleurs de peau, sur le validisme, etc. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais en effet, en attendant que la société évolue, enfin que le politique évolue, puisque la société va toujours plus vite que le politique, ben c'est nous qui faisons société, et je te rejoins sur le fait que on peut réfléchir à ça, et puis si on n'a pas ces supports-là, on peut aussi faire ces lectures critiques. Pour résumer un peu ce qu'on s'est dit. Avant d'aller sur le sujet de l'entreprise, qui je pense est intéressant aussi sur l'aspect parental, etc., je voudrais te demander si toi, tu as, par rapport aux principes que tu défends, aux idées que tu développes dans ton livre, si tu as peut-être une histoire inspirante d'une famille qui a réussi à transformer sa dynamique de son foyer grâce aux principes d'égalité que tu défends et que tu développes dans ton livre. Oui, je pense à une famille très proche d'ailleurs, qui après avoir lu le bouquin m'a dit qu'ils avaient décidé de switcher, d'échanger les responsabilités parentales pour accompagner les enfants dans les loisirs. Grosso modo, c'était monsieur qui accompagnait le fils au foot,
Et c'était vraiment dans le schéma classique. Et la maman qui accompagnait la petite fille à la danse. Donc, bon, voilà, aucun problème. La petite fille va faire de la danse, le garçon du foot. Encore une fois, les féministes sont pas là pour dire qu'il faut inverser les loisirs. Et c'est très bien comme ça. Mais ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont inversé juste le fait d'accompagner. Mais ils n'y avaient jamais pensé. C'est-à-dire que c'est monsieur qui a accompagné pendant plusieurs semaines sa petite fille à la danse et madame au foot. Et alors déjà, c'est super intéressant parce que elle a complètement changé d'avis sur le foot alors qu'elle faisait que le critiquer. Et elle a dit, mais je pense qu'elle a beaucoup plus compris la force en fait du collectif. Et c'est d'ailleurs pour ça que les féministes plaident pour que les petites filles jouent à davantage de sport collectif. Parce qu'on apprend l'expérience de la négociation, de l'entraide, de la solidarité, de la sororité aussi. Oui, et parfois aussi de la sororité, mais aussi avec les travers qui peuvent être la compétition. C'est là où l'importance des coachs et de la formation des coachs sur ces sujets-là sont importants, mais de la compétition, mais qui peut mener à une compétition pour se dépasser soi, une compétition saine aussi, tu vois. Exactement. C'est pas forcément une compétition pour écraser l'autre. Non. Et ça, on le retrouve aussi vachement dans le sport co aussi. Dans le sport co, c'est fondamental. Et donc, elle a compris l'intérêt de ça. Et lui, il a noué en fait une relation beaucoup plus personnelle, enfin différente en tout cas avec sa fille, en l'accompagnant, en lui posant des questions à la fin sur pourquoi elle aimait cette discipline, qu'est-ce qui lui plaisait tant. Il l'a observé. Ça lui a permis aussi de ralentir un peu parce que c'est vrai que la danse, quand on assiste à un cours de danse, parce qu'il a assisté à certains cours, il a vu justement l'intérêt de la lenteur, voilà, de parfois un peu décélérer le temps et pas seulement être dans la compète comme on le disait à l'instant. Donc on voit finalement que des changements, parce que tu m'interrogeais sur des changements fondamentaux, donc on pourrait croire que c'est des choses vraiment qui ont tout changé, qui ont renversé la table. Et parfois c'est par les petites choses, par les petites actions qu'on arrive à faire des petits miracles justement. Et donc voilà, je donnerais comme conseil, si je peux me permettre, de s'interroger sur les habitudes. C'est très intéressant, les habitudes. Pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qu'elles révèlent de nous? Pourquoi on les casserait pas? Pourquoi on changerait pas ces habitudes? Voilà. Ce matin, c'est moi qui t'accompagne au foot. Parce que ça nous rassure. Le fameux doudou. Exactement. Tu parlais avant de reprendre ma liste de questions, je voudrais te laisser développer sur l'entreprise comme pilier d'égalité homme-femme. Comment est-ce que l'entreprise, alors peut-être sous l'angle de la parentalité, qu'est-ce qu'on peut changer vraiment là-dessus? Ouais. Alors avant de répondre sur l'entreprise, je reviens rapidement sur le doudou parce que ça paraît hyper anecdotique, mais en fait, quand on réfléchit en tant qu'adulte, à un moment donné, on dit à nos enfants, là le doudou, stop. Franchement, tu vas pas te ramener avec ton doudou à l'école, en classe. Ça, il y a un âge où c'est terminé le doudou. Et c'est hyper intéressant en fait qu'on fasse la leçon en permanence aux enfants en leur expliquant qu'il faut qu'ils lâchent leur doudou alors que nous on les garde tout le temps avec nous. Et donc quand on s'interroge sur ses propres stéréotypes, il faut avoir en tête cette image de doudou et se dire tiens, là j'ai quoi, 40 ans, 45, il est peut-être temps que je lâche ce doudou là en fait. Ça va peut-être me coûter un peu, mais voilà, je vais faire le deuil, je vais l'enterrer dans le jardin le doudou et je vais lui dire au revoir. Voilà. La parenthèse est close. Sur les entreprises, oui, en fait, j'ai complètement changé de vie il y a quelques années parce que je me suis rendu compte à quel point c'était un levier incroyable pour accélérer les choses. Parce que dans l'entreprise, contrairement à sa bande de potes ou en famille, on n'est pas avec des gens dont on connaît par cœur les certitudes. On n'est pas né dans les mêmes familles, on n'a pas les mêmes origines sociales, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même sens des discriminations. Et donc, quand je fais des formations dans les entreprises, il y a quelque chose de magique qui se produit parce qu'il y a une confrontation des points de vue qui s'opèrent et on arrive à parler des sujets de manière très saine à partir du moment où tout le monde se sent écouté. Et ça, j'y tiens vraiment beaucoup. Il faut par exemple que les hommes, et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est pas grave, mais il faut que les hommes qui ne comprennent pas l'égalité femmes-hommes soient écoutés. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison. Je pense qu'ils doivent être écoutés, c'est-à-dire qu'il faut qu'on leur oppose des arguments rationnels pour leur expliquer pourquoi on fait l'égalité, pourquoi un jour on a décidé de faire des quotas, pourquoi il y a des politiques d'entreprise qui imposent, que ce soit au conseil d'administration, enfin ça c'est la loi, ou dans d'autres corps, d'autres entités de l'entreprise, une parité. Voilà pourquoi tout ça existe. Et je pense qu'il faut le faire de manière très calme. On peut le faire de manière très différente. Ça peut être du théâtre d'entreprise comme beaucoup le font, ça peut être des formations interactives comme nous on propose chez Remixed. Enfin, il y a 1000 manières de le faire. Mais en tout cas, il y a un point commun, c'est qu'aujourd'hui, et notamment depuis le mouvement MeToo, et là en ce moment on vit le MeToo hôpital, je trouve qu'on parle énormément des sanctions, qui sont indispensables. Hein. Je ne dirais jamais le contraire. Mais on ne parle pas du tout assez de comment on peut éviter que la sanction arrive.
Et donc ça, c'est évidemment la prévention. Et à chaque fois que j'interviens quelque part, je dis, mais qui a déjà reçu une formation sur le sexisme? Qui a déjà reçu une formation sur le harcèlement sexuel? Il y a toujours 3 mains qui se lèvent. Mais en fait, ça me fascine parce que on est en 2024, on continue à être formé à la sécurité incendie, à la compliance, au RGPD, je sais pas quoi. Mais par contre, une formation au sexisme, ça, non, peut-être pas. Mais ça paraîtra fou dans quelques années. Et c'est pour ça que je dis vraiment que l'entreprise, c'est fondamental parce que ça permet vraiment de mettre tout le monde d'accord. Moi, j'ai vraiment vu un avant-après dans certaines entreprises où je suis allé qui sont assez saisissants. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça mérite vraiment qu'on s'y penche, quoi. Oui, et puis en plus, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu chez Fnac Darty quand j'étais cadre là-bas. Il y avait la formation sexisme qui a débarqué en 2017, je crois. C'était un module interactif sur l'outil de formation interne. Et en soi, en fait, bon, je vais pas revenir sur le contenu et sur ce qui aurait pu être fait différemment ou quoi, mais en soi, en tout cas, la volonté de l'entreprise, c'était que tous les cadres, dans un premier temps, d'abord, c'était tous les cadres, c'est-à-dire que ce module-là, il devait être suivi, bon, c'était un module qui rappelait vachement la loi et tout, mais bon, bref, il devait être suivi par 100% des cadres. Et ben, c'est un module de 20-30 minutes, je crois. Et bien, en fait, voilà, ça a été, chaque directeur de magasin a dit, bon, ben, là, on s'arrête, ou je te remplace sur le terrain s'il faut, mais pendant 20-30 minutes, tu vas passer ton module, etc. Et donc, ça a été fait. Ensuite, la deuxième vague, ça a été que chaque responsable fasse faire à chaque personne du terrain. C'est bien ça. Ouais, c'était vraiment bien. Le seul truc, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, c'était que dans chaque comité de direction, il y ait un temps de discussion sur ce sujet-là précis, tu vois, qui est vraiment une réunion dédiée à ça. Peut-être même avec la présence du RH, tu vois. Ça aurait été une petite évolution intéressante. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est possible, en fait. Faut pas s'imaginer, même dans des très grands groupes, tu vois. Bien sûr. Et ça a été fait sur 6-7 mois, quasiment 100%, parce qu'il y a eu des turnovers, mais quasiment 100% de l'effectif de tous les magasins Fnac avait été sensibilisé au sujet. Et je rappelle que la prévention du sexisme et du harcèlement sexuel, c'est une obligation légale. Ça n'est pas une option. Donc, si ça n'a pas lieu dans votre entreprise, dans votre organisation publique aussi, faites-le savoir. Allez-y à plusieurs, parce que c'est toujours plus facile d'y aller à plusieurs que seul, mais allez voir les RH et demandez-leur pourquoi ça n'existe pas. Revenons à nos amis des enfants. Supposons que tu aies des enfants, imaginons, ou tes neveux, tes nièces peut-être, qui viennent te poser des questions. Ils viennent te poser des questions et ils te disent pourquoi les choses sont toujours pas justes entre le garçon et les filles. Comment est-ce que tu leur expliquerais la situation actuelle et l'importance de l'égalité des genres? Je leur répondrais de manière très simple que les adultes n'ont pas voulu faire les efforts qu'il fallait pour réduire ces inégalités. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais je pense qu'on peut y arriver pour chaque tranche d'âge, avec les mots qui comptent, les mots les plus adaptés. Et oui, je leur dirais ça. Je leur dirais, il y a une paresse, c'est-à-dire que de la même manière que tu vois hier, ton père ou ta sœur ou ton frère n'ont pas voulu débarrasser la table, et ben les adultes, c'est la même chose. Ils ont repoussé ce sujet, ils l'ont repoussé. Ils ont considéré que c'était pas si important que ça. Et c'est dur, hein, mais je pense que ça doit résonner en nous et on doit se poser la question, y compris par exemple lors d'élections, des candidates et des candidats, parce que c'est quand même les politiques qui font la loi, qui peuvent changer aussi les textes, de qui s'engage réellement pour l'égalité femmes-hommes. Attention, hein, pas en affichage, hein, réellement. Qui propose des textes vraiment pour accélérer. Je te donne un exemple très précis sur les ABCD de l'égalité quand j'étais chez Najat Vallaud-Belkacem au ministère des Droits des Femmes. Donc, on avait voulu pousser ces modules d'enseignement à l'égalité et il y avait eu un tel scandale de la part des opposants qui avaient fait des fake news en rafale pour expliquer qu'on allait apprendre, mais c'est réel ce que je dis, hein, la masturbation aux enfants, alors qu'on apprenait juste le respect et l'égalité. C'est toujours d'actualité, ces fake news d'ailleurs. Ces fake news, oui, mais c'est très intéressant de revenir là-dessus. Pourquoi ? Parce que si les défenseuses, les défenseurs de l'égalité s'étaient un peu plus mobilisés à l'époque, l'issue n'aurait pas été la même. Et c'est pour ça que je parle de paresse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours rejeter la faute sur les autres. Dire les politiques n'ont pas fait assez, les extrémistes bloquent le combat féministe, etc. Il faut aussi s'interroger sur notre propre mobilisation. C'est-à-dire, ok, moi je suis pour l'égalité, mais qu'est-ce que je fais au quotidien pour que ça bouge ? Et deuxième chose, s'interroger sur la forme, la manière dont on parle de ce sujet. C'est super intéressant, ça. Je crois, enfin, j'en suis même sûr, qu'aujourd'hui, médiatiquement, il y a un jeu dangereux qui consiste à présenter le féminisme comme une opposition entre deux camps pour être sûr, finalement, qu'on n'accélère pas. Parce que quand on explique que, en gros, le féminisme, c'est arrêter les barbecues, typiquement, je prends une image, mais parce qu'elle a beaucoup circulé, on sait que ça va bloquer. Je suis désolé.
Je suis pas en train de dire que il y a pas un problème entre la consommation de viande et le virilisme, etc. Mais la question que je pose, c'est est-ce que c'est le sujet premier, fondamental, qu'on doit faire apparaître quand on allume la télévision et quand on parle de féminisme? Donc, je m'éloigne un peu, mais tout ça est relié pour dire que il faut qu'on s'interroge individuellement sur notre responsabilité et sur la manière, soit dont on s'engage pour l'égalité, à notre petite échelle, hein, ou même parfois à une plus grande échelle. Être par exemple au conseil des parents d'élèves, c'est un levier extrêmement important pour changer les choses, mais aussi sur la manière dont on va, la forme dont on va parler du sujet pour, on en parlait au début de ce podcast, mais oui, la colère est légitime, mais en même temps, quel est son objectif, quel est son but? Si le but c'est de convaincre l'autre, elle ne convaincra pas l'autre, c'est mort. En revanche, si on essaie de rassembler les gens autour d'une cause commune, là, ça peut fonctionner. Alors moi, ce que j'ai surtout préféré là, dans la réponse que tu proposes pour les enfants, c'est de mettre les adultes face aux responsabilités de leur situation de pouvoir. Dans une société qui est profondément adultiste, et infantiste malheureusement aussi, mais et je trouve ça intéressant de dire aux enfants, en fait, le sujet, c'est la paresse des adultes, ou en tout cas la paresse ou le manque d'action en tout cas des adultes. Je trouve ça vraiment très très pertinent. Et je te rejoins après sur le sujet des parents d'élèves, parce qu'en effet, il y a des choses qui jouent sur les parents d'élèves. J'ai un exemple. Je vais donner un cas pratique très précis. Il y a eu un vide-grenier organisé récemment pour l'école de ma fille. Dans la préparation de l'affiche, en fait, alors moi j'ai mis un peu de temps à réagir parce que je venais de redevenir papa. Mais en fait, l'affiche qui était proposée, c'était deux femmes en train d'acheter. Ça représentait juste deux femmes en train de chiner des vêtements, quoi. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, j'ai préparé une autre affiche avec des hommes, des femmes, des enfants, fauteuil roulant. Merci ChatGPT pour la génération de l'image. Mais voilà. Et en fait, tu vois, ça n'a pas été reçu. Pourquoi ? Parce que c'était non mais c'est bon, tu veux pas non plus. Il y a vraiment eu cette phrase. En fait, j'avais fait une première affiche où il n'y avait pas quelqu'un en fauteuil roulant, et du coup là, j'ai vraiment eu cette phrase écrite. Et tu veux pas quelqu'un en fauteuil roulant aussi tant que tu y es pour inclure tout le monde? Bah ouais. Et du coup j'ai dit bah ouais, t'as raison, il y a pas. Donc j'ai refait une affiche en incluant quelqu'un en fauteuil roulant. Et vraiment il y a ce truc de c'est bon, de toute façon on sait qui sera là, qui machin, mais en fait on sait qui sera là aussi parce que sur l'affiche tu dis qui est invité. Mais est-ce que tu as été isolé quand tu as fait ça? Parce que oui. Oui, mais ça, pour moi... Dans un groupe WhatsApp, vraiment, ça a été... Alors, j'ai pas été 100% isolé, ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont... Tu sais, tu peux liker les réponses que tu fais et tout. Donc, il y a des gens vraiment qui ont soutenu le propos. Mais après, je sais pas si tu as fréquenté beaucoup de trucs de parents d'élèves, c'est un peu comme dans les clubs sportifs. Il y a des gens qui ont un statut. Ils ont le pouvoir et quand ils parlent, il faut faire, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et c'est pas forcément des hommes. Mais comment ils obtiennent le pouvoir? Je pense que c'est aussi parce que ce sont des gens qui s'impliquent énormément, tu sais. Ça. Et que dans les clubs, notamment, tu sais, dans toutes les choses où il y a du bénévolat, les gens qui font beaucoup, même s'ils font pas forcément bien, mais les gens qui font beaucoup, qui investissent beaucoup de temps et d'énergie, ils ont cette forme de responsabilité et cette forme de contrôle aussi. Donc on en revient. Et cette forme de pouvoir. On en revient à l'investissement versus la paresse, Exactement. la prise de responsabilité, la prise de parole. Exactement. Au moment des ABCD de l'égalité, je vous assure que celles et ceux qui ne voulaient pas de ces modules-là, ils n'étaient pas paresseux. Ils se sont rassemblés entre extrémistes religieux qui en général ne s'entendent pas du tout. C'est pour vous dire à quel point ils avaient vraiment pas envie que ça se produise. De religions vraiment qui en général, les extrémistes de ces deux bords-là ne s'entendent jamais. Là, ils étaient en parfaite entente pour rédiger des contenus, pour se mobiliser, pour faire des journées d'appel à la grève, etc. Et en face, on n'avait pas du tout ou pas assez de parents qui se mobilisaient pour les ABCD. Donc on en revient à ce que tu dis, la mobilisation, l'implication. Justement, la question que je vais te poser, c'est quel petit défi communautaire tu pourrais lancer à un groupe de parents pour promouvoir l'égalité de genre dans leur quartier ou dans l'école? Quelle petite action on pourrait mener si on est un petit groupe de parents, là, on est 2-3 parents, on se dit, allez, on veut faire quelque chose, nous, pour ça, pour que ça soit un sujet, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, l'éducation à l'égalité, première chose, de la même manière qu'en entreprise, on ne le sait pas assez, mais la prévention du sexisme et du harcèlement, on en parlait à l'instant, sont des obligations légales. Concernant l'éducation à l'égalité, c'est une obligation qui est dans le code de l'éducation, et ce depuis très longtemps, bien avant ma naissance, au même titre, par exemple, que l'histoire géo, les maths ou l'anglais. Donc, quand on vous dit c'est quoi ce truc de woke, c'est quoi ce truc de militant, réfugiez-vous toujours derrière la loi. Moi, je le dis très très souvent. Vous savez, quand il y a ce fameux dîner de famille à Noël où on s'embrouille avec tel cousin ou tel oncle qui, en gros, vous dit mais c'est quoi encore ce truc de militant, de féministe? En fait, coupez court et dites non, mais déjà, en fait, c'est la loi. Donc, il se trouve que oui, je suis féministe et c'est pas un gros mot, mais c'est la loi. Et là, l'éducation à l'égalité, c'est la loi. Donc évidemment, on va pas passer autant de temps qu'à apprendre le français et les maths, parce que ça aussi, c'est des fake news qu'on adore diffuser. On n'a déjà plus le temps d'apprendre les bases, les enfants ne savent plus écrire, donc on va pas en plus faire des modules d'éducation à l'égalité.
tout ça est ridicule. Évidemment, c'est compatible et ça n'est pas le même volume horaire. Donc, le conseil que je donne, c'est à plusieurs, et vraiment j'insiste là-dessus parce que seul c'est très compliqué, allez voir les enseignants et demandez-leur qu'est-ce qui a été fait concrètement dans l'école pour cet apprentissage. Et attention, je ne parle pas d'éducation à la sexualité, qui est un autre sujet, qui est aussi une obligation. D'ailleurs, il y a une plainte en ce moment qui a été déposée par des associations parce que l'État ne remplit pas cette obligation-là dans les écoles. Tout à fait. Pour tout te dire, j'ai mon mail qui est prêt à partir pour la fin d'année pour demander à la directrice de l'école de ma fille, je veux savoir qu'est-ce qui a été fait, même si je sais ce qui a été fait et pas fait, mais je veux qu'elle demande en tant que parent d'élève, puisque je suis parent d'élève, qu'est-ce qui a été fait et pas fait sur ce sujet-là. Absolument. Et je pense que, pour revenir sur ce que je disais, si vous êtes 5 à signer cette lettre-là, elle aura encore plus de poids. Bien sûr. Et donc, voilà, conseil très pratique. En tout cas, à l'école, demandez ce qui est fait en termes d'éducation à l'égalité. Vraiment. Sans juger, je précise. L'idée pour les enseignants, c'est parce la curiosité. Voilà, c'est juste. La curiosité. Ouais. On sait que ça doit être fait. Ouais. Qu'est-ce qui a été mis en place? Parce que on peut aussi avoir des surprises. Parce qu'il y a des enseignants et des enseignantes, par exemple, dans l'éducation du français, qui vont faire des choix dans les dictées, qui vont faire des choix dans les mots employés, dans parfois même de l'utilisation de l'écriture inclusive avec des mots épicènes, etc. Et qui vont faire rentrer ça, même si c'est pas spécialement le programme prévu, mais qui vont faire rentrer ça. Et ça peut être intéressant aussi comme action des enseignants et des enseignantes, tu vois, du quotidien, pour faire rentrer un petit peu plus d'égalité dans des matières un peu inattendues. Donc ça peut être intéressant de juste être curieux du sujet, curieuse, et hop, d'aller chercher. Quoi. On en revient encore, Cédric, à la forme, c'est-à-dire tout à fait. Comment on va aborder le sujet. Est-ce qu'on va arriver en trombe dans la classe de la maîtresse ou du maître en lui disant « Mais vous n'avez rien fait sur ce sujet-là, je comprends pas, c'est une obligation » ou lui dire « Bah tiens, c'est intéressant, mon enfant a entendu que chez sa copine ou son copain d'une autre école, ils avaient fait tel ou tel module. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait, que vous vous apprêtez à faire est-ce que vous avez suffisamment de ressources ?» Parce qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants qui se plaignent de ne pas avoir assez de ressources pédagogiques. Or, on sait que la DGESCO, il y a plein de sites aujourd'hui qui fournissent des outils. Donc, ça peut donner lieu justement à une discussion. Sur EduSchool, il y a tout ce qu'il faut, je crois. Ou sur EduSchool, voilà. Il y a aussi, sur ces sujets-là. Donc déjà, se rassembler aussi entre parents, c'est fondamental. Même à 2 ou 3. Ça, je confirme que même à 2 ou 3, ça change les choses. On a parlé de beaucoup de ce qu'on peut faire. Toi, avec ton expérience, et parce que tu t'es aussi forcément raté à plein de moments, comme tout le monde, quels sont les faux pas les plus courants que les gens font lorsqu'ils essaient de promouvoir l'égalité homme-femme et comment est-ce qu'on peut peut-être les éviter? Il y en a plein des faux pas. Enfin, moi, j'en ai plein en tête, dont certains qu'on a fait au ministère. J'en ai un en tête, par exemple, vraiment qui m'a marqué. C'était avec la ministre à l'époque, on avait décidé d'imposer, au moment du congé parental, que au moment du deuxième enfant, voilà, c'était au moment du deuxième enfant, s'il n'était pas également réparti entre les femmes et les hommes, des mois étaient perdus dans le couple. Et ça a été vu comme une mesure, enfin c'est pas que ça a été vu, c'est qu'après avec le recul, on s'est rendu compte que ça n'a pas du tout marché, en fait, que les hommes n'ont pas pris davantage de congés parental, voilà. Et donc cet échec nous dit quelque chose de très important, c'est qu'en matière d'égalité femmes-hommes, parfois la contrainte, et notamment quand elle s'invite dans les foyers, elle peut être contre-productive. Et qu'il vaut mieux faire des mesures incitatives qui n'enlèvent rien aux uns et aux autres, mais qui font gagner. Eh oui. Et ça, c'est fondamental, et ça a un coût, c'est vrai. Mais de la même manière que je répète souvent que le congé paternité devrait être aligné sur le congé maternité, avec exactement la même durée, enfin en tout cas après la naissance de l'enfant, évidemment, parce que oui, ça a un coût, mais en fait, c'est pas beaucoup plus cher que par exemple, ça c'est même moins cher, j'avais calculé, que le service civique universel, enfin pas le service civique universel, pardon, le SNU, le service militaire nouvellement écrit, modifié pour que les jeunes puissent apprendre les bases, etc. C'était un coût de plusieurs milliards. C'est justement le coût du congé paternité allongé. Donc finalement, c'est des décisions, encore une fois, qui sont éminemment politiques. Mais à partir du moment où on n'enlève rien aux uns et aux autres, en l'occurrence aux unes, parce qu'on enlevait des mois de congés parentaux aux femmes, je ne parle pas du congé maternité, je parle bien du congé parental, eh bien, ça a été un échec. Donc oui, ça a été une très grande leçon. Ou sur les ABCD de l'égalité, évidemment, si c'était à refaire, on aurait fait autrement, peut-être pas au même timing, parce que c'était juste après le mariage pour tous, et il y avait beaucoup d'amalgames qui étaient faits à l'époque sur éducation, l'égalité, homosexualité, enfin, ce qui est dramatique entre parenthèses, parce que faut quand même avoir une imagination débordante pour penser que les enfants vont devenir homosexuels parce qu'on va leur apprendre le respect et l'égalité. Enfin,
Pourtant, je vous assure que c'est ce qu'on a beaucoup entendu à l'époque. Donc voilà, des choses que je ferais différemment, évidemment, il y en a beaucoup. Et justement, on avait commencé cette discussion par parler de ton statut d'homme, qui parle de féminisme et tout. Et ben toi, en tant qu'homme, ça a été quoi ta plus grande leçon que tu as appris en t'engageant dans le féminisme et comment est-ce que ça a changé tes propres comportements et perceptions dans la relation de genre? Oui, une fois, je me rappelle, par exemple, sur Twitter, à l'époque ça s'appelait Twitter, j'avais expliqué qu'un homme avait été victime de sexisme et j'avais eu un torrent d'insultes qui m'avait beaucoup blessé, je me rappelle, de la part de féministes qui m'expliquaient, mais à raison, qu'on ne pouvait pas employer le terme de sexisme. Il pouvait y avoir des comportements sexistes, mais on ne pouvait pas parler de sexisme à l'encontre d'un homme. Pourtant, il avait été bien, bien moqué, hein, mais sur son physique. Mais bon, bref. Et effectivement, j'ai réalisé que le choix des mots, la manière dont on utilise tel ou tel mot, et a fortiori quand on est un homme et qu'on parle de ce sujet, est absolument fondamental. Donc, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Oui, il faut être très précis dans l'utilisation de tel ou tel vocable. Ouais. C'est un petit peu le sujet, je me permets de faire un parallèle avec le sujet du concept du racisme anti-blanc. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est qu'on peut avoir des comportements de haine envers des personnes blanches, ça existe, mais en aucun cas, il y a un racisme qui existe dans la société française, anti-blanc, etc. Donc, oui, c'est le côté systémique de la chose, c'est-à-dire qu'il y a du sexisme de manière systémique dans la société à l'encontre des femmes, mais absolument pas à l'égard des hommes. Exactement. Donc, parler du physique, par exemple, de Laurent Delahousse en continu, c'est pas du sexisme, c'est avoir un comportement sexiste vis-à-vis de Laurent Delahousse, qui est pas tout à fait la même chose. Pour conclure, t'es dans les oreilles des parents. Quel appel à l'action t'aimerais leur lancer aujourd'hui pour faire une différence concrète en matière d'égalité des genres dans leur foyer ou peut-être au-delà? Je résumerai peut-être ce qu'on s'est dit, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses. Ouais. On a parlé d'éducation à l'égalité à l'école, qu'est-ce qui se passe dans les salles de classe. On a parlé de ce qui se passe à la maison, peut-être pas assez. Donc là, j'ajouterais peut-être quelque chose, c'est observer en tant que parent les dynamiques à la maison. Est-ce que le temps de parole est également réparti à table? Est-ce que quand on a un garçon et une fille, le petit garçon n'a pas tendance à occuper l'espace, le temps de parole? Est-ce qu'il n'interrompt pas plus la sœur, d'ailleurs que ce soit sa petite sœur ou sa grande sœur? Moi, en tant que petit dernier, et j'avais que des grandes sœurs, je passais mon temps à interrompre mes grandes sœurs, mais je n'ai jamais été repris par mes parents. C'est quand même très intéressant. Alors que c'était mes aînés et que, évidemment, elles avaient vocation à parler autant que moi. Donc, voilà, interroger les dynamiques. On a parlé des habitudes aussi. Qui accompagne tel enfant à tel loisir? Ça, c'est super intéressant. On a parlé des tâches ménagères. Qui les effectue, à raison de combien de temps par semaine et quel genre de tâches. Voilà, on a parlé aussi et ça je pense que tu as compris que c'était fondamental pour moi, du mode de communication. Et encore une fois, je donne de leçons à personne et surtout pas aux femmes. Et d'ailleurs, on pourrait aussi s'adresser aux hommes. Comment vous parlez de ce sujet à la maison? Pourquoi vous vous agacez systématiquement pour ceux qui s'agacent systématiquement? Qu'est-ce que ça révèle de vous? Qu'est-ce que ça veut dire forcément, cet agacement, cette colère? Il y a quelque chose forcément qui vous gêne. Voilà, et puis je terminerai par parler du collectif. On en a beaucoup parlé, mais je voudrais vraiment que ce soit le mot de la fin. C'est qu'on ne peut pas avancer de manière forte et on ne peut pas avoir des résultats quand on est trop isolé. Et il faut faire attention parce que souvent on se dit, il n'y a que moi qui pense ça à l'école, si je le dis, personne ne va me suivre, etc. C'est faux. Vraiment, à moins d'être dans un cercle extrêmement conservateur, complètement reculé, etc. Enfin, aujourd'hui, en 2024, on trouve des alliés pour ces sujets-là. C'est rare d'être complètement isolé. Mais il faut faire ce petit pas de côté, d'accepter, voilà, de mettre un peu le coup de pied dans la fourmilière. C'est un peu ce que tu disais sur cette histoire de vide-grenier, je crois, là, ou de brocante. Ouais. C'est-à-dire, ce moment-là, c'est un moment. Hein. On se dit, tiens, je vais faire le message dans le groupe WhatsApp. Je vais casser l'ambiance. Ouais, voilà, je vais être... Non, mais c'est ça aussi. Oui, bien sûr. Tu rentres aussi dans le stéréotype de qu'est-ce qui vient nous faire chier avec ces histoires de représentation sur la fiche. Mais c'est pour ça que la manière dont on le dit, encore une fois, et là c'est toujours la forme, est tellement importante. Ouais, je trouverais ça tellement sympa qu'il y ait un homme à côté de cette femme là pour faire le vide-grenier, qui fasse qui passe un vêtement, etc. Enfin voilà, je pense que en fait, à partir du moment où on dit les choses avec le sourire, et je sais que parfois on n'a pas envie, et je sais que parfois ça nous coûte, mais quand on le fait, c'est tellement compliqué de rembarrer l'autre, vraiment, parce qu'on est vraiment ridicule quand on essaie de casser quelqu'un qui est dans une dynamique positive, enjouée, qui ne fait que apporter quelque chose de positif. C'est l'autre qui passe pour le rabat-joie en essayant de le rabaisser. Moi, je laisserai aussi un dernier conseil très politique pour les personnes qui nous écoutent, c'est n'oublions pas qui élit les gens qui prennent ces décisions aussi, et faisons de nos sujets de parentalité, de l'enfance et d'égalité des genres
les sujets principaux. Ce que je veux dire par là, c'est demain, quand il y aura une élection municipale, pour élire le député, etc. Enfin, voilà. Posons la question, si c'est pas dans le programme. Mais moi, maintenant, ce que je fais systématiquement, c'est que j'envoie un mail à chaque candidat ou candidate qui me contacte. Par ailleurs, pour avoir ma voix, OK, quelles sont vos positions sur l'enfance ? Et en fait, il n'y a que en leur montrant que c'est un sujet que nous, on veut voir apparaître, parce que ces gens-là veulent juste être réélus pour la plupart, c'est en faisant un sujet que pour eux, ça va devenir important. Et ça, je pense que c'est un vrai levier d'action qu'on peut avoir. Et il y a des associations, celle dont je fais partie des fois, par exemple féministes, qui, notamment au moment des élections, font des courriers types, en fait. C'est ce que j'allais dire, s'ils en reçoivent 100, c'est encore plus efficace. Exactement. Ouais. Mais nous, on l'avait fait pour l'instruction en famille, par exemple. Tu vois, quand j'avais milité pour l'instruction en famille, les députés avaient reçu un courrier type, mais des milliers de fois. Et ils s'étaient dit, il y a peut-être un petit sujet là. Il y a peut-être des gens là qui sont pas très contents là. Mais c'est pour ça qu'il faut jamais penser que ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact, parce que en fait, il y a beaucoup de politiques qui vivent de la flemme des administrés. Bien sûr. Voilà, je veux dire, on peut aller toquer à la porte d'une permanence d'un député ou d'une députée. Tout le monde peut le faire, bien sûr. Et ça peut fonctionner. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.